plaisir de vous retrouver dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Le camp de la garde nationale de Yélémani a été la cible d'une attaque terroriste ce dimanche 11 août 2024. Même s'il n'y a pas eu de bilan officiel, la situation est sous contrôle. Vous en saurez plus dans cette édition. Le processus de digitalisation est désormais amorcé au Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était en visite de terrain ce lundi 12 août 2024 pour s'imprégner de l'état d'avancement du processus à la direction du commerce, de la consommation et de la concurrence. Les détails dans un instant. L'argent collecté ainsi que les autres dons en nature seront distribués aux sinistrés le mardi 13 août 2024. La décision a été prise ce samedi lors d'une rencontre du comité de crise des ressortissants du cercle de Blas. Vous en saurez plus dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a effectué une visite de terrain ce lundi 12 août 2024 dans les locaux de la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement du processus de digitalisation dans cette structure publique. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine. Cette visite pour le ministre de l'Industrie et du Commerce était l'occasion d'évaluer le processus de digitalisation des opérations au niveau de la DGCCC. Cette initiative des autorités de la transition permettra d'accroître la productivité et la rentabilité du budget de l'État, mais aussi d'assurer une plus grande rapidité et d'accessibilité des services de l'administration. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'accueillir M. le ministre de l'Industrie et du Commerce dans les locaux de la DGC et nous saluons cette visite. Il est venu pour deux objectifs. D'abord, s'imprégner des productions de travail du personnel de la DGC et ensuite évaluer les niveaux de digitalisation de la DGC afin de nous donner les moyens appropriés pour atteindre un objectif de digitalisation zéro papier. Vous savez, la digitalisation est le dernier degré de transparence, de traçabilité et d'efficacité en matière de prestation de services. La DGC est dotée d'un système informatique intégré de gestion des opérations du commerce extérieur, appelé SICOS, avec beaucoup de fonctionnalités. On a développé beaucoup de modules, dont le module accès à distance à SICOS. Le ministre de l'Industrie et du Commerce se réjouit de l'état d'avancement de la mise en œuvre du processus de digitalisation au sein de la DGCC. Pour lui, il reste une étape importante à franchir. Nous sommes à la Direction générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation ce matin pour évaluer l'état de mise en œuvre de cette digitalisation au niveau de ce service central dans l'économie malienne. Je me réjouis de l'état d'avancement de ce qui a été fait. Il reste une dernière étape tout simplement pour que l'ensemble des circuits de digitalisation au niveau de la Direction générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation soit total. Autrement dit, comment assurer la connexion entre la Direction générale du Commerce et le Trésor public afin que le paiement puisse être assuré de façon digitalisée. Le processus de digitalisation des établissements publics est l'une des plus grandes réformes administratives enclenchées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, depuis le 22 juin 2024. Dans la région de Caille, une attaque a visé hier dimanche 11 août 2024 le camp de la garde nationale de Yélémani. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'est encore disponible et la situation est sous contrôle, nous dit notre correspondant depuis Caille, Michel Yao. C'est sous le feu des armes que les populations de la ville de Yélémani se sont réveillées tôt le dimanche 11 août 2024. Une attaque a été menée par une quarantaine d'hommes armés contre le camp de la garde nationale de la ville. Un résident que nous avons contacté nous a expliqué que l'alerte a été donnée par une grosse détonation au niveau du camp de la garde nationale, suivie par des échanges de tirs entre les militaires et les assaillants. Ces tirs ont duré 2 heures, précise notre source. Dans les premiers instants qui ont suivi l'attaque, les populations sont restées tirées à la maison en attendant d'avoir plus d'informations sur l'évolution de la situation. Tout le monde était chez lui, à la maison,
car les consignes ont été données pour le temps du ratissage de la zone, précise une autre source. À la mi-journée, le lieutenant-colonel Madikama Diawara, préfet du secteur de Yilimani, qui n'a pas communiqué sur les détails de l'attaque, a salué la bravoure des militaires sur son compte WhatsApp et annoncé la continuité du combat en ajoutant qu'un appui et des renforts militaires ont été reçus à Yilimani. Il a aussi fait savoir que la situation est sous contrôle avant d'exhorter les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations dans le respect des périmètres de sécurité établis. Pour rappel, le 1er décembre 2022, le camp militaire et le poste douanier avaient été attaqués par des hommes armés. Pour prévenir d'autres attaques, le préfet avait pris le 7 février 2023 une décision interdisant des manifestations et des regroupements dans les lieux publics et privés en évoquant un contexte sécuritaire difficile et préoccupant. D'autres sources sur place affirment avoir vu passer ces hommes armés sur des motos dans la localité de Kodié après l'attaque de Yilimani. Première nationale au baccalauréat malien session de juin 2024, Bintou Flamousso Diallo est une élève de la terminale sciences exactes au lycée privé Djiné-Sira Coulibaly de Kalabankoro Sanga. Classé parmi les meilleurs lycées de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro, le lycée Djiné-Sira Coulibaly, après le 3e national au bac 2022, a fait mieux cette année avec la première place de son élève Bintou Flamousso Diallo, qui a été reçu et félicité par les responsables du 10 lycées. C'était le samedi dernier dans l'enceinte de l'établissement. Le compte-rendu est signé Adam Tangara, Zakaria Oumar Keita. C'est ici, au lycée privé Djiné-Sira Coulibaly LP Djikoul, situé à Kalabankoro Sanga, que Bintou Flamousso Diallo, première nationale du baccalauréat malien session de juin 2024, a suivi sa scolarité. Admise avec une moyenne de 17,50, Bintou fait non seulement la fierté de sa famille et du système éducatif malien, mais aussi et surtout celle de son établissement dont elle confirme la qualité de l'enseignement. Elle est battante parce qu'à 4h du matin, elle se connecte avec le téléviseur, avec d'autres profs de maths de physique-chimie de la sous-région. Des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, même des Ghanéens. Ils sont des meilleurs en maths, en physique-chimie et en bio. 4h du matin, elle se connecte au téléviseur pour voir elle donne des cours sur les mêmes leçons du Mali. C'est une fille très respectueuse, très polie, très simple, sage, courageuse. Surtout travailleuse. Elle est toujours ponctuelle, elle est assidue dans ce qu'elle fait. Et elle ne fait pas d'erreur. Si Bintou rate, ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Ça veut dire que le maître n'a pas dit. Bintou ne fait pas d'erreur. Et elle est issue d'un établissement aussi qui est là, et elle le sait, qui est un établissement qui ne fait que donner des conseils, qui ne fait que travailler. Et comme dit notre slogan, on n'est pas premiers par hasard. Et nous ne sommes pas premiers par hasard en réalité. Aujourd'hui, c'est le lycée privé Djiné-Sira Coulibaly qui est à l'arène de l'éducation du Mali aujourd'hui. Mais il y a deux autres entités là-dedans. Il y a une école fondamentale du nom de l'école fondamentale Mandané Sidibé. Et il y a un centre de formation aussi là-dedans du nom du centre de formation professionnelle Bagarang Keita. Le centre n'a pas assez d'effectifs depuis le début jusqu'à maintenant. Mais le centre a produit aussi des élèves, des produits qui étaient déjà excellents. On a eu des mentions très bien dans les examens de fin d'études au BT, au CAP et au DF, comme je l'ai dit. Depuis 2019, nous sommes en tête à Kalabankoro, ici au DF. Un cadre éducatif bien apprécié par les parents d'élèves et dont Bintou se dit reconnaissante. C'est une école exceptionnelle, vu que pratiquement, si on essaie de regarder autour de nous, même dans les écoles publiques, là, il n'y a pas de bureaux à payer. Mais c'est pratiquement, on peut dire, la seule école qui accepte vraiment de mettre sur place un bureau à payer, qui accepte à ce que les parents d'élèves soient au cœur de l'éducation de leurs propres enfants. Être reçu par les responsables, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont toujours été là avec nous. Du début jusqu'à la fin, ils ont toujours été là. Donc qu'ils soient là aujourd'hui pour m'accompagner, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Ils sont toujours là, ils ont toujours été là aussi. Ils ont toujours tout ça, le proviseur, le surveillant, le censeur. Ils ont tous été là. On peut que les remercier encore pour leur travail, leur acharnement pour notre réussite. Au nom de tous mes camarades, nous sommes reconnaissants. Le proviseur du lycée Djiné-Sira Coulibaly a saisi l'occasion pour prodiguer à son élève des conseils pour le cursus universitaire. Elle doit aller dans les études supérieures et je suis sûr et certain qu'elle ne va pas continuer
quand même les études supérieures ici au Mali. Si elle part, qu'elle reste comme Bintou. Je veux qu'elle reste comme Bintou Flamso Diallo. Qu'elle ne change pas. Et qu'elle aille dire qu'elle a quitté un lycée, le lycée privé d'Inès Rakoubana, qu'elle a appris à travailler et qu'elle continue à travailler. Rappelons que Bintou Flamso Diallo est également première nationale au concours Olympiade internationale de mathématiques et qu'elle s'est envolée ce lundi pour représenter le Mali en Bonne chance à toi, Bintou Flamso Diallo, pour le reste des études. Les communautés de la commune d'Intadéiné dans le cercle de Tindermen, les régions de Ménaka ont célébré le samedi 10 août 2024 la journée mondiale de lutte contre l'ignorance et l'analphabétisme. L'événement qui a drainé une foule nombreuse a eu lieu dans la cour de l'école fondamentale Ménaka, un second cycle, et a été l'occasion de véhiculer assez de messages relatifs à l'envoi des enfants à l'école en prenant exemple sur l'école d'Intadéiné. Suivons ensemble le compte-rendu d'une journée riche en témoignage par notre correspondant dans la région, Mohamed Ag Issafeitana. Situé à 35 km au nord de Ménaka, Intadéiné est aujourd'hui une référence en matière d'éducation grâce à ses leaders locaux. Prenant en compte l'analphabétisme grandissant de leur communauté, ils ont ouvert une école dans les villages alors même que les conditions ne s'y prêtaient pas. Avec 9 classes aujourd'hui et les meilleurs résultats à l'examen d'IDF, cette école a fait l'objet d'éloges à l'occasion de cette cérémonie. Le chef de village d'Intadéiné a justement rappelé les conditions difficiles dans lesquelles l'école a été ouverte en remerciant vivement les acteurs dont beaucoup ne vivent pas. Il a aussi parlé du Mali, un pays qui selon lui a tout donné à ses enfants. Oui, nous avons hérité d'un pays où les dialogues étaient merveilleux, riche de son histoire millénaire, cette diversité, son austérité légendaire, sa générosité. Un pays divers, riche et splendide où les dettes et les manques poussent. Ce pays, hélas, a connu et connaît encore des problèmes de conflits intercommunautaires ou entre groupes sociaux et États qui troublent la paix. Plusieurs témoignages ont agrémenté la cérémonie. J'ai quitté avec mon enfant à Dodane pour le confier au directeur de l'école, a confié une femme. Les responsables d'une commune ajoutent: nous nous sommes mis en retard en laissant nos enfants derrière les animaux. Il y a également les témoignages des anciens élèves de cette école. J'ai tant de fois rêvé d'avoir une occasion comme ça, une occasion comme celle-là, où il y a la présence de mon directeur d'école, où il y a la présence de mon enseignant à Intadéiné, où il y a la présence de mon père qui est là, chef de fraction, pour vraiment leur exprimer ensemble toute ma reconnaissance à ceux qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenu. Autre témoignage, c'est celui de Bouena Mahmoud Babi. Pendant qu'il vivait à Ménaka, son papa a beaucoup contribué à l'épanouissement des communautés d'Intadéiné en s'impliquant dans la création de l'école. J'ai eu la chance et le privilège d'accueillir les élèves d'Intadéiné ici en tant qu'enseignant et en tant que directeur d'école. Nous sommes bâtis ensemble pour avoir ce second cycle dont aujourd'hui tout le monde est en train de magnifier. Parce que ces hommes et ces femmes qui se sont bâtis pour que le village d'Intadéiné soit, ils se sont bâtis parce qu'ils ont la foi. Et ces hommes-là, on va les magnifier. Un nom est revenu sur toutes les lèvres. Ibrahim Ag Idbatanat. Cet instituteur a tout laissé pour se mettre au service des communautés. Il a d'ailleurs été le maçon de la construction des 3 premières classes en 1984. Un autre grand titre de ce journal, le comité de crise des ressortissants du cercle de Bla, suite à l'inondation de la ville et de certains villages du cercle, s'est réuni une 3e fois ce samedi 10 août 2024 pour faire le point de la situation et prendre des décisions importantes. Il a été décidé que l'argent collecté ainsi que les autres dons en nature seront distribués aux sinistrés demain mardi 13 août 2024. Le point avec Lolomadi Baté. À peine 3 semaines après appel à l'aide en faveur des populations sinistrées du cercle de Bla,
Le comité de crise des ressortissants du cercle de Bla a mobilisé non seulement de la liquidité, mais aussi des habits, des médicaments, des vivres et des non-vivres. Une occasion pour le président du comité de crise de faire le point. Nous nous préparons pour que dans la semaine, cette semaine même, que ces dons-là puissent parvenir aux bénéficiaires. Et parlant des bénéficiaires, nous allons travailler avec la commission nationale mise en place et pilotée par le préfet du cercle de Bla, donc afin que les préoccupations liées à la clé de répartition puissent être prises en charge. Donc cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que nous allons veiller sur la transparence de la distribution. Les vrais bénéficiaires, c'est à quoi ces dons-là sont destinés, donc puissent avoir véritablement accès à ces dons-là. Donc ça veut dire que nous veillons à ce que ça se passe dans les règles de l'art. En espèces, on a pu collecter 3 millions en espèces. Donc ça, c'est hors des autres aides qui sont les denrées alimentaires, les habits aussi. Donc en dehors de ces denrées alimentaires et habits, nous sommes à 3 millions en espèces dans notre caisse aujourd'hui. Le comité de crise a profité de cette occasion pour remercier tous les contributeurs. Vraiment de dire toujours à ces personnes de bonne volonté que ceux qui nous ont remis pour les personnes sinistrées vont vraiment arriver à destination. Ça, c'est vraiment une assurance qu'on peut leur donner. Deuxième chose, c'est d'appeler à ceux qui viennent d'apprendre tout de suite qu'il y a ces comités et qu'il y a une mobilisation, qu'il y a une quête, une collecte de biens et on va dire de moyens financiers pour ces populations-là, de leur dire que ça continue, l'opération continue. En plus de l'aide immédiate apportée aux sinistrés, le comité a également décidé d'élaborer un plan d'action pour éviter que de telles inondations se reproduisent dans les années à venir. Des mesures préventives seront mises en place afin de protéger la ville de Bla et ses habitants des risques liés aux intempéries. Il y a un problème de canal d'évacuation sur une trentaine de kilomètres vers le Bani qui a été ébauché. Donc nous sommes à la recherche de partenaires, notamment dans le système des Nations Unies, pour nous aider à concevoir cet aménagement qui peut être un véritable projet de développement. Et nous espérons vraiment qu'avec l'appui de nos partenaires, l'appui des ressortissants de Bla, il sera possible de résoudre définitivement la question des inondations saisonnières à Bla. À la réalisation d'un collecteur, plus des caniveaux dans la ville de Bla. Donc cela permettra en tout cas d'évacuer les eaux pluvieuses et de mettre la population à l'abri de ces inondations-là à n'en pas finir. Aux sinistrés de Bla, les premiers lots collectés par le comité sera remis demain mardi. Le comité de crise a promis de continuer à travailler activement pour assurer le bien-être de la population sinistrée de Bla. Après le lancement officiel le jeudi dernier par les autorités de la transition, l'association Sigida Elin vient à son tour de lancer le samedi 10 août à Madina, dans la commune rurale de Sanankuruba, sa campagne de reboisement. Par cette opération, elle veut contribuer non seulement à la lutte contre la désertification, mais aussi et surtout au développement de la commune. C'est ce que nous dit Gabriel Keita, suivant son compte-rendu. Motivés par la campagne nationale du reboisement, plantons des arbres et restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes. L'association Sigida Elin du Mali vient de lancer sa campagne de reboisement à Madina, dans la commune rurale de Sanankuruba, en plantant plus de 200 pieds d'arbres. Et pour Sigida Elin, le choix de cette localité n'est pas fortuit. Cette activité, Sigida Elin aussi est là à répondre aussi à l'appel du gouvernement malien et qui a initié aussi le mois d'août comme un mois de reboisement national à travers le pays. Donc, Sigida Elin, pour ne pas rester en marche, nous avons tenu de faire notre lancement de campagne de reboisement aujourd'hui à Madina, dans la commune de Sanankuruba. Planter l'arbre, ce n'est pas grande chose, mais l'entretenir. J'invite l'ensemble de la population de ces villages de se joindre à la jeunesse
afin que ces arbres plantés aujourd'hui puissent voir le jour dans les jours à venir. Le geste de Sigida Yili est apprécié à sa juste valeur par la population qui promet de prendre soin de ces plantes. Et tout le monde sait aussi que même si c'est une famille particulière, chacun doit planter un arbre chez lui. Comme on le dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Alors donc ces arbres-là plantés, l'autre jour on a fait une réunion avec la jeunesse. Et on dit qu'après la plantation, on va faire une réunion encore avec les différents responsables, les chefferies, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces arbres-là ne soient pas plantés et laissés au compte des animaux. Donc tout compte faire, on va prendre soin de ces arbres-là. En plus de Madina, l'association Sigida Yili compte mener des opérations de reboisement dans plusieurs localités du pays. Actualité dans un autre registre, plusieurs malfrats dont des filles mineures ont été interpellées par le commissariat de police de Korofina Nord. Ils sont suspectés d'association de malfaiteurs, vols et autres actes de banditisme. Les détails avec Youssouf Koulibaly. Inquiétant, révoltant, désespérant. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les actes impliquant ces mineurs, selon nos confrères du journal Kodjougou Keleba. En effet, c'est à la suite de nombreuses plaintes émanant des conducteurs d'engins à deux roues et tricycles qu'une enquête a été ouverte par le commissariat de police de Korofina Nord pour vol de motos. Un indice reliait les infractions les unes aux autres. Elles se passent toutes dans le secteur de Bankoni-Sourakabougoni, en commune 1 du district de Bamako. Les plaintes aussi. Autre détail, tous les plaignants désignaient les mêmes personnages. Un groupe de jeunes, très jeunes, voire des mineurs. Sous d'autres cieux, on les appelait les microbes. Le commissariat de police de Korofina Nord, sous l'égide du commissaire principal de police Bakary Koulibaly et son adjoint, savaient alors où chercher. Après de méticuleuses investigations et analyses des déclarations des plaignants, plusieurs groupes de jeunes ont été identifiés. Les limiers procèdent ensuite par élimination logique. Le jeune commissaire de police Issa Kouma, chef de brigade de recherche, fut très pertinent. À moins de 24 heures après l'ouverture de l'enquête, soit le jeudi 8 août 2024, il parvient en effet à identifier et localiser les suspects. Avec ces éléments, ils ont déniché 8 microbes dans une chambre sur la colline à Bankoni-Sourakabougoni. Ils étaient en possession de 2 motos dépourvues de documents et une moto à son bien. 5 des 8 suspects interpellés sont des garçons âgés de 18 à 24 ans et les autres, à savoir les 3 fillettes de 15 à 16 ans. Fin donc de la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le coq a un bec trop petit pour souffler dans une trompette. Proverbe africain, excellent début de semaine à tous. À bientôt.